Citoyenneté, l'émission qui éclaire, sensibilise et mobilise pour un monde plus juste et harmonieux. Chaque mardi et vendredi, nous parlons engagement citoyen, valeurs de paix et développement durable. Ensemble, construisons un avenir de dialogue, de respect et d'action positive. Restez connectés, c'est maintenant avec Richard Besson et ses invités sur RTJVA. Nous y sommes. Il est question de paix, mais aussi de citoyenneté. Chers téléspectateurs, soyez tous et toutes les bienvenus à notre rendez-vous incontournable de paix et citoyenneté. Aujourd'hui, nous allons avoir encore l'opportunité, la chance d'explorer une thématique assez importante. Et ce serait bien sûr avec nos invités et vous, chers téléspectateurs. Permettez-moi très rapidement d'accueillir cette personnalité-là, cette personne qui a plusieurs casquettes aujourd'hui. Je vais par la suite la laisser dévoiler d'autres casquettes. Je vais nommer Milka Fafali Fetor, qui est aujourd'hui la coordinatrice nationale au niveau de l'ONG MJPP. Et à ma droite, monsieur Eric, qui est juriste également au niveau, qui collabore bien sûr avec l'organisation l'ONG MJPP, Mouvement des jeunes populaires pour la promotion de la paix. Milka, sois la bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur Eric. Alors, merci, c'est un plaisir de partager cet instant avec vous sur ce plateau. Merci infiniment. Aujourd'hui, le thème qui nous interpelle n'est pas des moindres, mais une nécessité, voire cruciale. La violence basée sur le genre en milieu scolaire. Quel défi pour la paix, n'est-ce pas? Merci une fois encore de pouvoir honorer notre rendez-vous. Alors, Mika, je te donne encore la parole de pouvoir nous aider un peu, nous dire plus dans vos domaines d'intervention. Ça va vraiment nous outiller. Merci. D'accord, alors merci. Et bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Je suis Milka Fafali Fetor. Et qui suis-je? Amoureuse de la paix et passionnée du social. Et je suis vice-présidente de l'ONG MJPP, également la directrice nationale, donc chargée de la lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre. Et haute casquette, je suis animatrice, présentatrice, mais également amoureuse de la lutte contre tout type de violence, surtout qui touche aux enfants, aux jeunes filles et à la jeunesse. Merci. Monsieur Eric. Alors, je vais aller traditionnellement comme l'a fait, ma chère Milka. Alors moi, comme vous l'avez si bien dit, je suis Eric Kossieron, juriste naturellement, et je suis également, j'ai une casquette également au niveau de l'ONG MJPP. Et donc, d'où la collaboration étroite avec Madame Fetor. Et je suis également responsable, comment dirais-je, directeur de société et Kassi Togo, oui. Et qui fait généralement dans le suivi en fait juridique. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup. Merci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de personnalités, je veux dire, quinsétences. Et là, Milka, quand on parle aujourd'hui de VBG en milieu scolaire, qu'est-ce qu'on peut comprendre en réalité? Alors, VBG en milieu scolaire, je pense qu'il est important de définir même les thématiques clés du thème. Nous parlons de VBG. Les VBG, ce sont les violences basées sur le genre. Ouais. Et nous entendons par là un thème générique, donc généralement qui désigne tout acte préjudiciable et octroyé ou fait à l'encontre d'une personne, ouais, ou à l'encontre de la volonté d'une personne, ouais, et incluant ou dont la source est basée sur la convention que nous avons donc de l'homme et de la femme, ou l'appréhension donc du genre que nous avons. Et ce qui est mauvais parce que la loi dit que tout homme, oui, est né libre et nous sommes tous nés égaux. Et donc, par rapport à notre genre, que nous soyons filles ou, oui, femmes, que nous soyons garçons ou filles, oui, nous devons avoir tous les mêmes droits
Alors, merci beaucoup. Vous avez sorti un thème assez important qui m'a vraiment retenu. Vous avez parlé de préjudice. Oui. Bon, on pourrait se demander, préjudice, c'est encore quoi? Alors, avant de retourner vers M. Eric, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu à cet effet? Voilà. Donc, quand nous prenons tout ce qui est préjudiciable, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien à cette personne en réalité. Voilà. Donc, c'est une connotation négative. Donc, c'est tout ce que nous faisons de mal voilà, envers une personne contre sa volonté et qui est nourri tout simplement par le sexe de cette personne ou le genre auquel appartient cette personne tout simplement. Merci beaucoup. Monsieur Rick, permettez-moi de revenir vers vous. Je suis vraiment désolé de donner la parole à la parce qu'on dit chez nous, les femmes. D'abord. Merci beaucoup. Alors, vous avez l'honneur de nous dire ce que vous pensez déjà quand on parle des VBG en milieu scolaire. Et déjà, merci d'avoir planté le décor, Milka. Et effectivement, la notion de VBG, violence basée sur le genre, part en fait, moi je vais partir d'abord sur la notion de violence même, tout court, parce que la violence en fait c'est un acte dirigé contre une personne qui cause un préjudice à cette personne-là. Donc ce préjudice-là peut être de nature... ou bien des souffrances, et préjudice ou souffrance, ça peut être de nature physique, sexuelle, ou j'en passe. Maintenant, la violence basée sur le genre, vous voyez que là, ça rentre maintenant dans un cadre un peu plus spécifique, précis. Donc ça, c'est une violence, ou bien ce sont des actes qui sont perpétrés contre une personne, mais cette personne-là, la violence est perpétrée à cause soit de son genre, soit de son orientation sexuelle, et tout ce qui va avec. Donc... Et pour généraliser, en fait, les VBG, en fait, ce sont tout type de violences qui sont perpétrées contre une personne, comme Milka a su le dire, perpétrées contre une personne et en raison de son sexe, de son orientation sexuelle. Autrement dit, si je comprends bien, VBG, ça veut dire que les deux sexes, autant pour moi, sont inclus. Oui. Ça veut dire les deux sexes. Il n'y a pas que c'est l'un des sexes qui est juste concerné, mais il y a les deux sexes qui sont concernés. N'est-ce pas? Alors, quelles sont de nos jours les différentes formes de... Je vais tourner plutôt vers Milka qui va essayer aussi de me donner les différentes formes de VBG aujourd'hui que nous pouvons constater en milieu scolaire. Alors, vu que nous sommes en milieu scolaire et qu'il y a donc un cadre d'enseignement collectif, et là, ça concerne beaucoup plus nos enfants, filles comme garçons, il y a 3 types de violences essentielles que nous pouvons notifier. Donc, il y a les violences physiques, donc les bastonnades, les sévices, les châtiments corporels. Et il y a également les violences psychologiques, donc émotionnelles. On peut parler des insultes, des intimidations, des dénis d'accès, et même de l'exclusion. Ça m'interpelle. Et nos enfants subissent tout cela. Également, ce qui est encore plus répandu, surtout dans nos villages reculés, c'est les violences sexuelles, qui sont donc les viols, le harcèlement, les attouchements, que souvent nous minimisons, mais qui sont les prémices même du viol, qui sont même l'entame du viol. Donc, tous ces genres de violences sont inclus dans les VBG et c'est ce que nos enfants subissent et nous devons en parler. Merci infiniment. Je suis très heureux parce que vous avez touché le sujet sur plusieurs aspects. Vous avez parlé de l'aspect physique, de l'aspect psychologique. Vous avez parlé également de l'aspect sexuel qui fait assez de polémique aujourd'hui. Alors, Monsieur Rick, et bien que Milka a donné des éléments, c'est-à-dire les formes et tout, votre intervention à cet effet? Bon, en vrai, nous sommes spécialement sur les violences basées sur le genre milieu scolaire. Et ce qui s'observe, elle a déblayé le terrain. Et bon, je dirais que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, les violences physiques, les violences sexuelles et psychologiques. Bon, généralement, ça tourne autour de l'harcèlement, comme elle a dit. C'est là où même que le bas blesse. D'accord. Alors, quand on parle de ces violences et tout, on a parlé de plusieurs aspects. Et on a tendance à croire, de nos jours, j'ai touché tout à l'heure le sujet, à croire que peut-être ce sont les jeunes femmes ou bien les jeunes filles, autant pour moi, qui sont les plus victimisées ou bien touchées par les VBG. Est-ce cela une réalité de nos jours, surtout en milieu scolaire? Est-ce que les jeunes filles sont les seules, ou dire, et aller encore plus loin, voilà, les seules concernées par les VBG?
Non, pas du tout. D'accord. Malheureusement, filles comme garçons, personne n'est épargné. D'accord. Et nous devons en parler. Ouais. Nous sommes dans une société où vraiment nous estimons tellement l'homme, où nous leur prêtons une certaine image qui ne nous permet pas de voir leur souffrance. Donc, que ce soit filles comme garçons, tous nos enfants sont concernés. Et nous devons savoir déjà écouter également nos garçons, nos enfants. Nous devons déjà les protéger. Nous devons déjà commencer par les protéger comme nous protégeons nos filles. Alors, souvent, pourquoi je suis arrivé sur ce sujet, c'est pour dire que les plus hilarants aujourd'hui, les cas les plus hilarants aujourd'hui dans dans les milieux scolaires, je peux dire, c'est un avis bien sûr, ce sont les filles qui sont plus touchées. Alors, est-ce que c'est vérifié que ce sont les filles qui sont touchées à cet effet quand on parle de violence basée sur les genres? Alors, les filles, oui, mais les garçons également. C'est ce que je dirais. Parce que, vous savez, lorsque tu donnes le petit déjeuner à ton garçon et qu'il va à l'école, effectivement, et qu'il y a une bande de petits taquins qui le lui prennent. Sous influence, sous force ou encore sous l'influence d'une grande intimidation. Ça, c'est une violence à l'encontre de ton garçon. Et il n'y a pas que les filles, il n'y a pas que les viols qui sont considérés comme des violences. Nous avons cité les types et nous avons vu le harcèlement, l'humiliation, le déni d'accès. Et s'il doit donner son déjeuner pour pouvoir avoir accès à sa propre classe ou même à un cours gratuit, vous voyez, là, je dirais plutôt que c'est un exemple assez pompeux. Permettez-moi de tourner vers M. Rick, qui a certainement des choses à nous dire concernant le sujet quand on parle de VBJ en milieu scolaire. On a tendance, bien sûr, à croire que ce sont les plus concernés sont les femmes, les jeunes filles et tout ça là. Puisqu'il y a peut-être cet aspect sexuel qui est mis en jeu. Selon vous, quelles peuvent être les approches à cet effet? Alors, je me réjouis de la réponse de Milka, et d'autant plus que elle a su soulever un point très important. Ce qu'on met généralement en avant, c'est la violence des filles, bon, si je peux le dire comme ça. Mais en réalité, aucun sexe n'est épargné. Et ce qui veut dire que les garçons, et également autant pour moi, en souffrent. Mais généralement, il n'y a pas assez d'informations en fait autour de cette question-là que subissent également les garçons. Bon, on a tendance à nous dire, bon, le garçon naturellement il est censé être dur, mental d'acier. Effectivement, il est censé encaisser. Mais en réalité, ce sont des petites actions et qui se superposent et qui même peuvent amener en fait ce petit garçon à la base peut-être à avoir certains troubles et plus tard. Puisque vous avez touché l'information et le fait qu'il y a une société qui confie aux hommes une certaine durabilité ou bien force psychologique étant pour moi qui fait que ces garçons-là n'ont pas l'éducation nécessaire pour s'exprimer ou bien en milieu scolaire. Mais n'y a-t-il pas aussi quelque part vraiment que le cas, j'en reviens toujours sur cet aspect-là, des femmes qui est plus constaté physiquement, c'est-à-dire visuellement comme ça? Effectivement, c'est ce qu'on disait. En réalité, et le constat au niveau des dames est plus visible que celui des hommes. Ou je dirais même que c'est plus pris en compte. Bon, désolé si je vais... parce que ce sont des propos qui peuvent choquer, mais en réalité, c'est vrai. Les garçons aussi en souffrent, mais généralement, les séquelles, en fait, sont plus observées au niveau des filles. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que, généralement, vous voyez, c'est pas aussi évident. Si je vais aller sur la violence sexuelle. On en vient, bien sûr. On en vient. Parce que ça, c'est une partie assez sensible. On en vient, on va essayer. Et même pour, vous voyez, faire un ajout. Vous savez, nous sommes dans une société où il y a une certaine carapace qui est octroyée à l'homme, tout simplement. Et parce que c'est ainsi, ils ont du mal à se dévoiler,
à s'ouvrir, mais également nous avons du mal à les comprendre et même à les écouter. Parce que quand ta fille te dit que quelqu'un m'a frappé, dans notre psychologie, on la comprend plus, on l'écoute plus. Mais quand ton garçon te dit, tu lui dis, mais il t'a frappé, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Donc ce qui les pousse souvent à se taire. Voilà, à se dire que je peux endurer, je suis fort. Mais nous parlons de violence basée sur le genre en milieu scolaire. Ce qui veut dire que ce sont des enfants. Et nous, les adultes, nous enseignants, nous, les adultes en général, nous sommes censés les protéger. Ils sont sous notre responsabilité, que ce soit à la maison, à l'école. Wow, merci beaucoup de ces ajouts, surtout sur le sujet et tout. Alors, moi, je vais m'intéresser un peu plus à ce côté où certaines personnes, filles comme garçons, se taisent sur ces réalités-là qui les tracassent en milieu scolaire et tout. Quelles peuvent être les causes de ces, ou bien c'est l'information et tout. Nous voulons avoir assez d'éclaircissement à cet effet. Pourquoi les hommes, on peut comprendre un peu quand vous venez de l'étayer, mais pour les filles, plusieurs personnes aussi n'expriment pas clairement ces violences qui leur sont vraiment provoquées, ou je peux dire, en milieu scolaire. Effectivement. Si nous sommes ici dans une société où la condition culturelle est vraiment présente beaucoup d'ambiguïté. Et à la base, il y a certaines choses qui sont des tabous. Et si je dois informer du fait que j'ai été violée et que ça devienne une polémique pour moi, ou bien voilà, et pour ma famille, si je dois être humiliée et montrer du doigt parce qu'on dit que cette fille n'a pas su se protéger. Aujourd'hui, dans nos sociétés, en tout cas africaines, nous avons malheureusement la fâcheuse tendance à prendre les victimes pour les causes du problème, à les indexer pour cela, à les critiquer pour cela, à les humilier pour cela, et même à les haïr pour cela. Parce que nous avons connu des cas courants durant nos nombreuses visites à l'intérieur où des filles ont été chassées de la maison parce qu'elles ont été violées. Qui est la cause de ce viol? C'est vraiment un sujet sensible, en fait. Oui, ce sont des cas très précis. Et, en fait, du fait que la fille a été violée, on se dit qu'elle a salué l'honneur de toute la famille. Mais c'est un viol. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consentement. Ça veut dire que ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas dit oui. Et elle n'a pas délibérément sali quoi que ce soit. Ni son corps, ni la famille, ni ses parents. Et nous devons le comprendre. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, vraiment. Et si nous parlons de l'aspect des garçons, parce que oui, il faut aussi en parler. Vous savez, si un garçon est bastonné à l'école et qu'il vient le dire à ses parents ou à ses amis, ou même si la rumeur s'ébrite dans son école et que tout le monde tout le monde dit de lui que lui c'est un pleurnichard. Oui, c'est peut-être le cas, mais il a été violenté. Alors là, je vais plutôt me retourner vers monsieur Eric, parce qu'il est un homme assez placé, mieux placé pour pouvoir nous indiquer beaucoup de choses à cet effet par rapport à ce sujet de violence, le fait que certaines personnes se taisent, notamment les garçons, bien les filles aussi. Alors, qu'est-ce qui peut être vraiment la base, la source, le soubassement de ces choses-là? Et nos réalités africaines sont différentes. Je dirais que c'est l'éducation, l'éducation qui est la base. Bon, aujourd'hui, le constat que c'est en train d'être dilué. Et il faut reconnaître qu'à la base, avant, comme on te bastonne en route, tu te débrouilles. De sécher les larmes, d'effacer le visage, en fait, de rentrer à ce que personne, en fait, ne réalise même pas qu'il y a eu quelque chose qui s'est... Parce que quand tu rentres avec les pleurs, on te récupère, on te bastonne encore à nouveau. On dit que tu es paresseux, ou bien tu es... Effectivement. Tu ne reflètes pas l'image des hommes de la famille. C'est ce qui était dit. C'est comme on a l'habitude de dire chez nous, c'est comme si l'homme n'a pas le droit de pleurnicher, en fait. Quand tu tabasses. Et ça c'est dans la rue. Maintenant,
allons maintenant au niveau de l'école. Vous voyez que là, c'est encore plus pertinent. Ouais. Voilà, on te frappe à l'école, tu ne peux jamais venir le dire à la maison. Je peux dire que ça, c'est une réalité. Effectivement, on te frappe à l'école, tu reviens, peut-être que le papa retourne avec toi à l'école. On te tape encore. Pour la partie 2. Effectivement. Parce qu'ils se disent, parce qu'ils se disent que forcément la faute vient de toi. Effectivement. Moi, entre-temps, même, j'ai appris que quand on te tape à l'école et tu reviens, tu dis à la maison, c'est que tu ne deviendras pas intelligent. Quand on te tape à l'école, il ne faut jamais revenir à la maison pour dire ça. Et moi, j'ai intégré ça jusqu'à nos jours. Quand on te tape à la maison, tes parents ne doivent pas savoir qu'on t'a tapé, ou bien le professeur, puisqu'il est avant tout un éducateur, donc il ne peut pas te faire du mal. Oui. Vous voyez un peu? Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, si on parle déjà de violence, de bastonnage et tout, d'intimidation et tout, cela veut dire que c'est la paix sociale qui est menacée. Alors, comment ou bien dans quel sens ces violences peuvent-ils, tel autant pour moi, menacer la paix sociale? Alors, avant même de venir à ça, je pense qu'il est important de recontextualiser le terme paix. Merci. Il y a une multitude de définitions. Voilà. Et alors ici, nous sommes dans un thème très précis, les VBG en milieu scolaire. Ouais. Quel défi pour la paix? Vous savez, la paix peut être définie selon tout un chacun. Et normalement, on ne recherche que ce dont on est en manque. Ça, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire que ma paix n'est pas la paix de l'autre. Mais nous avons quand même une certaine paix qui se rejoint. Voilà, quelque part. Oui. Donc, la paix sociale et la paix individuelle. La paix sociale, on peut la définir, vous savez, comme un rapport de calme et de non-violence entre citoyens. Voilà, un rapport de calme et de non-violence. Je crois qu'on a noté entre les citoyens, bien sûr. Oui, mais nous avons également la paix individuelle, qui est une certaine stabilité, vous savez, qui est l'état donc d'un être qui ne présente aucun trouble. Et quand nous parlons de troubles, nous avons différents types de troubles, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, sexuel, vous savez, nous en avons tellement. Et pour revenir donc à notre question, la paix, elle est menacée à chaque fois que quelqu'un n'est ni en paix avec elle-même, ni en paix avec les autres. Et nous ne pouvons jamais demander de cette personne de nous donner ou d'offrir à la société ce qu'il n'a pas. Donc oui, la paix est menacée lorsque nous parlons de violence. C'est pour dire que ceux qui sont souvent menacés aussi menacent les autres. Et effectivement, on ne peut que donner ce qu'on a. Et là, des fois, ce n'est pas dans l'intention de faire du mal, mais c'est une carapace. Des fois, c'est dans l'intention de se protéger. On fait du mal aux autres. Effectivement. Et il y a certains enfants, nous avons connu des cas, parce que là, nous sommes dans le pragmatique, où il y a des enfants qui subissent même des sévices à la maison, qui ne l'expriment pas, mais qui deviennent des bourreaux à l'école. Ouais, je comprends. Donc, qui frappent d'autres, qui intimident d'autres. C'est une manière à eux de trouver l'équilibre. C'est pour ça que nous devons être très vigilants, nous devrons être vraiment très regardants, très observateurs pour pouvoir détecter cela à temps et déjà à partir des tout petits qui sont à l'école pouvoir inculquer cette notion de non-violence, de résolution pacifique des conflits et surtout d'ouverture d'esprit, leur permettant de pouvoir s'exprimer clairement et de défendre ce qui est bien et de rejeter ce qui est mal. Alors, merci beaucoup. Question de paix, question de violence. On va en arriver, bien sûr. Alors, monsieur Eric, puisque chez nous, les hommes, on dit vous ne devez pas pleurer et tout. Et quand tu pleures, c'est que tu ne fais pas la fierté de la famille. Papa n'est pas content, maman n'est pas contente, peut-être, et tout. Alors, bien sûr que cela menace une paix. Ou bien c'est dans cette quête-là qu'on interdit le fait que cela puisse bousculer la société. Est-ce que c'est dans cette quête-là qu'on interdit souvent aux hommes de pouvoir exprimer clairement leur mécontentement ou bien ce qui leur est fait en termes de violence? Alors, par rapport à ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et généralement, la question de paix, la question de paix, comme vous l'aviez dit, c'est pertinent. C'est pertinent. Bon, je dirais l'ex-président ivoirien, et
Houphouët-Boigny disait que la paix, c'est un comportement. Effectivement. Une fois que ce comportement-là est brisé, c'est-à-dire, moi aujourd'hui je le dis, une fois qu'il y a violence, la paix est mise à mal. On est d'accord. Voilà. Une fois qu'il y a violence, c'est que la paix est mise à mal. Donc, aussi longtemps qu'il y aura violence, la paix serait toujours menacée. Affirmatif. Donc, tant qu'il y a la violence, la paix est toujours menacée. La paix est menacée. Et donc, le côté de milieu scolaire en est vraiment effectivement une base assez... Pour arriver en fait à l'idéal là, qui est la paix, il faut maintenant essayer d'éradiquer ce phénomène-là de violence, de tout type de violence, c'est pas que les violences basées sur le genre, il y en a d'autres. Mais là, nous sommes spécifiquement dans ce cas-là. Il faut essayer, donc par plusieurs, je pense qu'on va revenir là-dessus, il y a des alternatives pour essayer en fait d'éradiquer en fait ce fléau-là qui ne cesse de miner notre société. Parce que là, et c'est le socle. L'école, on est censé aller à l'école pour acquérir des choses, pour se construire et pour en fait servir à quelque chose de demain. Et si dans cette construction-là, le socle va se sentir en fait effrité, je pense que vous voyez que l'édifice même n'est pas en sécurité. Et ça déteint en fait sur tout, je dirais même sur le rendement de tout un pays, parce que c'est pas une seule personne. Et vous voyez... Cela me pousse effectivement à vous poser cette question qui est de savoir si ces violences, je veux dire en milieu scolaire, puissent freiner déjà l'évolution, c'est-à-dire la performance en milieu scolaire, c'est-à-dire de ces victimes-là. Oui, effectivement, c'est naturel. En fait, c'est une relation de cause à effet. Ça freine, j'ose le dire, ça freine, d'autant plus que, en fait, c'est un problème plus psychologique. Vous voyez, une fois que vous vous sentez, vous ne vous sentez pas en paix, généralement, ça agit sur le rendement, que ce soit même sur les bancs, le rendement éducatif et intellectuel, mais aussi le rendement social. Vous voyez, vous verrez des enfants qui sont toujours sur la défensive, généralement parce qu'ils sont en train d'encaisser des choses. Et à chaque fois, ils se sentent menacés. Et pour réagir, Milka l'a dit, on ne peut donner ce qu'on a. La personne reçoit à chaque fois de la haine, de la violence. Et qu'est-ce qu'il va retourner, qu'est-ce qu'il va donner en retour? C'est ce qu'il reçoit. Effectivement. Donc, alors, vous avez touché un aspect très important lié à la performance surtout. Mais n'y a-t-il pas vraiment ces effets qui... Permettez-moi, je vais retourner cette question à Milka. Ces effets de violence poussent plutôt certaines femmes, puisqu'il y a une question de femmes, c'est pourquoi je vous l'adresse surtout, à vraiment à activer quelque chose de façon psychologique, puisqu'il y a ces personnes-là qui brillent, parce qu'il y a ce choc-là, et elles ont reçu un choc autant pour moi qui les pousse à beaucoup plus se donner au niveau du travail et tout. Est-ce qu'il n'y a pas de ces réalités, surtout en milieu scolaire? Vous savez, chaque être humain a besoin d'équilibre. Et si c'est une madame, je ne sais pas, la ministre, qui n'a aucune considération pour l'être humain, je pense que son rendement intellectuel serait parfait. Mais même son équipe en souffrira. Tout son parcours en souffrira parce que aucun être humain ne peut travailler seul. Ça veut dire que la société en souffrira. Donc, si nous allons prendre les violences comme catalyseur pour qu'un enfant puisse donner le meilleur de lui-même, je ne pense pas que ce soit avantageux chez nous en Afrique, pour l'évolution, effectivement. Puisque pourquoi je pose cette question, c'est pour dire, en Afrique, on dit, il faut avoir traversé certaines difficultés, même si des fois, on leur croit sur le plan psychologique, sur le plan mental et tout ça là. Mais on ne comprend pas peut-être ce que cela peut causer après. Mais on dit que c'est dans les difficultés et tout ça là qu'on grandit et tout. Donc ça là, on ne comprend pas très bien. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Alors, il faut déjà savoir la réelle définition de ce qu'on appelle difficulté. Une difficulté provoquée, ça veut dire qu'elle peut être évitée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tant que c'est une difficulté qui est provoquée par un autre être humain, ça veut dire que normalement, nous devons avoir
je ne sais pas, la décence de pouvoir ou la force de pouvoir l'éviter. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons être réellement dans cette prévention. Oui, prévenir. Oui, dans cette prévention. Parce que je pense que nous ne pouvons pas dire que les 80% ou même les 50% peuvent transformer toute cette violence qu'ils ont subie en catalyseur pour évoluer. Alors, déjà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et pour terminer, et vu que là, nous sommes en milieu scolaire, les causes sont, je ne peux rien dire d'intéressant à partir des causes, elles sont négatives pour moi, parce que nous allons notifier des abandons de classe, nous allons notifier des baisses de performance, c'est-à-dire qu'un élève qui était capable d'avoir 15 de moyenne a subitement 9. Et tout le monde se demande comment s'est passé. C'est-à-dire qu'il pouvait descendre à 13. Voilà, à une fréquence assez... C'est une chute vraiment drastique. Voilà. Parce que cet enfant a un poids qu'il ne peut exprimer. Et vu que ce n'est pas exprimé, et ce n'est pas non plus détecté par les adultes, cela provoque quoi? Si ce n'est pas la délinquance juvénile, c'est un trouble psychologique, un trauma. Et vu qu'il n'y a aucun accompagnement, ça déteint sur l'être formidable que cet enfant est censé devenir demain. Alors, merci beaucoup de pouvoir sortir les éléments clés et surtout ces causes-là et qui peuvent conduire à une société déstabilisée si on n'a pas l'art de pouvoir prévenir et à cet effet. Alors, Monsieur Eric, si nous sommes bien sûr dans ce sillage, mais ce domaine du milieu scolaire, autant pour moi, est-ce que les enseignants aujourd'hui, je veux dire, ont cette éducation nécessaire aujourd'hui de pouvoir prévenir les violences? Alors là, c'est un point délicat que vous êtes en train de toucher du doigt. Avant d'en arriver, c'est-à-dire pour détecter, parce qu'il faut d'abord détecter. Ils sont d'abord l'éducation nécessaire aujourd'hui pour pouvoir détecter et gérer, autant pour moi, sur le plan ces violences-là. Déjà, la question de violence basée sur le genre, en fait, c'est un mouvement qui est récent. Qui est récent. Le mouvement oui, le mouvement. Le mouvement même pas. Parce que en fait, c'est de par le passé, les gens subissent, mais il n'y avait pas en fait ces genres de mouvements-là pour essayer d'éradiquer cela. Effectivement. Donc c'est une nouvelle action. Et ce qui se fait, selon les informations dont je dispose, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs ONG, il y a plusieurs institutions qui se mettent, qui se sont mis d'accord ou bien qui ont pris sur eux, en fait, et ont l'objectif là d'éradiquer cela. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux, en fait, qui essaient d'aller au niveau de ces acteurs principaux. Et parce que je parle d'acteurs principaux, je parle des parents, je parle des enseignants, des chefs d'établissement et tout ce qui va avec. Donc, de par les sensibilisations, parce qu'ils sont en train d'apporter les informations. L'information autant pour moi, de sorte à ce que les enseignants puissent aussi arriver à mettre la main à la pâte pour, en fait, gérer, en fait, ce fléau-là ensemble. Maintenant, pour parler, là, je suis en train de... Je reviens un peu plus à votre question. Je pense que vous voulez aller sur la notion de formation. Est-ce que les enseignants peut-être ont une formation? Vraiment cette éducation. Oui. Et effectivement, c'est en train d'être... Je pense que c'est en cours. Parce que j'ai déjà vu sur les réseaux, en fait, certaines actions qui montrent à ce que même les ministères actuellement sont en train de réfléchir sur la question, essayer de mettre la main à la pâte, parce qu'il y a les acteurs de la vie, les acteurs de la société civile qui ont commencé. Donc, il faut naturellement, en fait, que les gouvernants aussi, en fait, se joignent à la danse. Donc, c'est en cours et on espère en fait que cela fasse florès et qu'on puisse réellement. Merci infiniment. Comme on a l'habitude de dire chez nous, attire comme on a vu. Donc, ma soeur personne a mis le cas. Mais nous avons laissé la soeur Eric Benyako Blanchi concernant vraiment les dispositifs et tout. Alors. Comme il a dit, c'est une question vraiment ambiguë en soi. Vous savez, il y a quand même le projet UNESCO
qu'a développé voilà, le gouvernement en collaboration avec les organisations pour pouvoir former le personnel scolaire, les enseignants, à détecter et à lutter contre ces violences en milieu scolaire. Et c'est un projet qui est en cours. Mais je pense que pour répondre effectivement à la question, ça serait un pas assez, ou carrément un non, parce que les bases sont en train d'être mises. Mais je pense que ça doit être réellement pragmatique. Ça peut être des formations séquentielles, ça peut être des formations par établissement, ça peut être des remises à niveau périodiques pour pouvoir... Parce que ces violences évoluent avec nous. Et les bourreaux deviennent plus stratèges. Donc, ce sont des connaissances qu'on doit pouvoir mettre à jour périodiquement, régulièrement. Alors, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que ce sont les éléments au sein du gouvernement qui doivent accompagner maintenant ces institutions à pouvoir mettre en place ces dispositions afin d'accompagner notamment les élèves et tout. Bien, est-ce que pour l'heure, les enseignants eux-mêmes, ou bien dans le cadre beaucoup plus restreint au sein des établissements, peuvent commencer déjà par mener des actions afin de... Puisque c'est une suite, c'est une continuité et tout. Afin de remédier à cela. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Chacun doit être dans son épingle du jeu et tout ça. Oui. Et les enseignants eux-mêmes doivent déjà, vous savez, prendre conscience de la situation. Et les responsables d'établissement doivent également prendre conscience de la situation et doivent pouvoir s'organiser. Il y a aujourd'hui beaucoup d'organisations qui sont disposées, qui ont le savoir-faire, qui ont le savoir-être à transmettre. Et ces établissements et ces enseignants doivent reconnaître le fait que chacun doit être dans son élément et qu'on a tous besoin de s'entraider pour pouvoir gagner cette guerre. Cette guerre. Voilà. Alors, donc, vous précisez que c'est une guerre. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Tant que ce n'est pas la paix, c'est une guerre et nous devons lutter pour la gagner. Alors, ça rejoint bien cette citation qu'on a l'habitude de dire, pour avoir la paix, il faut être prêt pour faire la guerre. Alors, monsieur Eric, puisque nous sommes toujours dans le cadre, eh bien, si les enseignants ont des responsabilités, si des acteurs, je veux dire, au sein des établissements, ont vraiment cette responsabilité de commencer quelque chose, de mener des actions et tout, il revient donc aussi aux élèves, si je ne me trompe pas, de pouvoir s'engager et mener des actions aujourd'hui pour pouvoir prévenir cela. Et si oui, quels peuvent être ces conseils à leur endroit aujourd'hui et quelles dispositions ces élèves-là peuvent prendre aujourd'hui pour commencer déjà par travailler à cet effet? Et je pense que la meilleure des solutions pour éradiquer ou bien pour venir à bout d'une situation, c'est la sensibilisation. Sensibilisation. Oui, c'est la sensibilisation. Tout part de là. Maintenant, moi, je vais aller un peu plus dans les détails. Je pense que mes propos vont peut-être choquer. Mais là, c'est un constat. Je pense que moi, ce que je vais exhorter en fait, aux élèves aujourd'hui, ce qu'ils doivent éviter, c'est l'exhibitionnisme qui se fait voir ces derniers moments. Et c'est le fait de... Il y a une tendance actuelle qui... désolé de le dire ainsi, d'être cru, mais il y a une tendance actuelle qui laisse en fait des abus, les élèves porter en fait se vêtir un peu d'une manière extravagante. Effectivement. D'accord. Effectivement, moi personnellement, de par mes réflexions, je pense qu'on doit partir de là. Parce que certains, c'est pas une excuse, mais il faut quand même que les premiers acteurs même sachent comment en fait régler le problème à leur niveau. Alors, si vous êtes en train de toucher ce côté, ça veut dire qu'il y a un souci au sein de la société aussi. Ça veut dire que dans le processus d'éducation, il y a aussi la société qui intervient. Autrement dit, les parents peuvent faire quelque chose pour moi, les enseignants, mais la société aussi vraiment s'injecte, si je peux le dire comme ça, dans le processus. Et cela affecte... Naturellement, en matière d'éducation, vous voyez, il y a plusieurs parties prenantes. L'enfant n'est pas votre enfant. Parce que l'enfant reste votre enfant quand il est chez vous à la maison. Une fois qu'il sort de la maison, il est dans la société, il appartient à la société. Quand il va à l'école, il est maintenant sous la direction
du responsable d'établissement et des enseignants. Vous voyez que c'est plusieurs aspects en fait qui sont en jeu. Moi, j'ai soulevé cela parce que je pense que cette question-là, déjà, si nous arrivons à venir, parce que là aussi, ça interpelle les parents. Bon, quoique... Excusez-moi beaucoup. Aujourd'hui, si on vient... puisque vous avez touché ce côté de responsabilité de ces élèves-là, mais aussi de ces parents et tout. N'est-il pas, c'est pourquoi j'ai touché le côté d'éducation extérieure par la société. Je vais prendre un exemple très simple. Si nous prenons ces musiques, par exemple, qui peuvent pousser, je veux dire, la jeunesse aujourd'hui à adopter certains types de comportements. Est-ce que vous pensez que ce sont les parents qui ratent en amont leur éducation ou bien c'est peut-être les réglementations qui ne sont pas assez poussées pour permettre une éducation fluide de ces élèves-là? Non, bon, je ne pense pas avoir dit que les parents ratent. Non, je ne dis pas que les parents ratent. Oui, en fait, ce que j'aimerais dire, vous avez soulevé un point très important. Oui. Il y a la musique aujourd'hui. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Oui, c'est un exemple et c'est un fait. Bien sûr. En réalité. Oui. Je ne vais pas toucher du doigt, je ne vais pas donner des exemples, mais il y a certaines musiques aujourd'hui qui, excusez-moi le terme, qui tendent à faire dévier les enfants. Vous voyez, aujourd'hui, peut-être on prend des clips vidéo, vous voyez la façon dont les gens s'habillent et les enfants ils voient ça en même temps, ils veulent en fait reproduire en fait ces genres d'habillements, alors que ces habillements sont faits spécifiquement pour ces clips-là. Peut-être vous allez voir ces mêmes artistes-là, juste après le clip, ils s'en débarrassent, ils ne s'habillent pas forcément comme ça. Ça c'est un exemple. Donc c'est là où je disais que la question de sensibilisation est primordiale. Maintenant, c'est ça même qui est à la base de l'exhibitionnisme, parce que là, il y a les filles, il y a les garçons. Vous voyez les filles, parce que les filles, peut-être qui sont qui tournent en fait dans ces genres de choses, de vidéos. La façon dont ils s'habillent ou bien elles s'habillent, en fait, ça attire et se disent non, bon, je pense que effectivement, puisqu'il est question, je ne vous coupe pas la parole, puisqu'il est question d'une situation constatée aujourd'hui en milieu scolaire, bien sûr. Et donc, on est en train d'étaler le sujet sur ces aspects afin de voir les éléments extérieurs aussi, extrinsèques au tas pour moi, qui interagissent. Voilà bien évidemment le pourquoi j'ai soulevé cette question de par votre intervention. Permettez-moi de revenir. Milka, je veux dire, les parents peuvent le faire aujourd'hui pour soutenir ou bien aider, je veux dire, les enfants, surtout en milieu scolaire. Déjà, nous devons savoir écouter nos enfants. L'écoute. La base. Nous ne les écoutons pas assez. Ou plutôt, nous devons savoir dépasser, juste écouter, mais entendre ce qu'ils nous disent. Voilà, parce qu'il y a une différence, écouter et entendre. Parce que des fois, nous écoutons. Il a dit qu'on l'a frappé. Ça, c'est écouter. Mais là, nous parlons d'une écoute vraiment active, d'une écoute vraiment observatrice, qui te permet de détecter, même si l'enfant ne parle pas, qu'il y a un souci. Et aujourd'hui, c'est un triste constat que je fais, que nous ne sommes pas les amis de nos enfants. Nous ne sommes que des parents. Et ce n'est pas correct. Parce que si mon enfant se fait harceler à l'école, il n'est pas capable de venir me le dire parce qu'il se dit que maman là où maman. Ça veut dire qu'on n'est pas amis avec l'enfant, ça? Oui. Donc déjà, nous devons apprendre à écouter nos enfants, à dépasser, à les écouter, à les entendre. Voilà. Et puisqu'il y a certains parents qui disent bien évidemment que le fait de pouvoir côtoyer, discuter avec ses enfants comme ça va créer des demandes de respect et tout ça là. Et surtout, c'est peut-être lié à nos réalités africaines où il n'y a pas cette éducation. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Oui, il faut contextualiser les choses. Et malheureusement, nous sommes dans une société ou dans un environnement qui n'est pas favorable ou ouvert à certaines choses. Mais heureusement que ces genres d'émissions existent aujourd'hui et nous pouvons en parler. Parce que la sensibilisation passe par la parole, passe par la communication. Il y a un parent qui le fait juste parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir écouter des propos différents. Effectivement. Voilà. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, félicitations et merci beaucoup d'avoir mis sur pied des plateformes pareilles qui nous permettent quand même de causer avec eux à distance. Voilà.
et de pouvoir attirer leur attention ou attirer notre attention, je devrais dire, sur ce qui se passe réellement dans nos sociétés. Parce que l'ignorance coûte très cher. Oui. Et nous devons le savoir, l'ignorance coûte très cher. Alors, si on parle de violence, de VBG aujourd'hui... Oui. Mais avant même Mais pour terminer mes propos, nous devons savoir écouter nos enfants. Nous devons aussi savoir collaborer. Avec la collaboration. Vous avez touché ça, mentionné ça autant au niveau de l'amitié qui doit se créer entre les enfants. Entre les enfants, mais également entre le corps enseignant. Je ne pense pas que ce soit intéressant d'être parent d'un élève. C'est-à-dire que nous sommes les personnes qui allons inscrire nos enfants. Effectivement. Et que du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, nous ne partons pas dans ces établissements pour faire un suivi. Parce que je pense que c'est un investissement que nous faisons. Et nous devons faire un suivi. Comment est-ce que ça se passe? Nous allons à l'école pour réellement savoir comment est-ce que ça se passe. Et s'il y a peut-être des choses que cet enfant est capable de dire aux enseignants et de ne pas nous dire, là, on comprend qu'il y a un cadre que nous ne créons pas à la maison et nous pouvons changer cela. Et maintenant, et aussi, s'il y a des choses que ces enseignants peuvent nous dire sur nos enfants, nous permettent de mieux les connaître aussi et de mieux les écouter. Vous voyez, donc c'est une collaboration, c'est une ouverture d'esprit sur la manière dont nous gérons nos enfants, leur éducation, mais également la manière dont nous collaborons avec le monde extérieur, parce que nous le veuillons ou non, ils sortiront dehors. Ah, merci beaucoup. Je pense que nous allons, dans une prochaine émission encore, revenir pour essayer d'éclaircir ou bien d'éclairer, d'avoir plus de lumière sur certaines thématiques, puisque vous avez sorti assez de thèmes assez pertinents aujourd'hui que nous pourrions aborder dans les émissions prochaines et tout. Alors, puisque il est question de jeunesse et tout. Quand on parle de milieu scolaire, c'est l'adolescence, mais surtout la jeunesse et tout, aujourd'hui en milieu scolaire. Quel message, je vais profiter de là, nous sommes aussi déjà talonnés par le temps, et message adresserez-vous déjà à la jeunesse par rapport à la lutte contre les VBG en milieu scolaire? Alors, à nous, jeunesse, à nous parents, à nous élèves, je pense qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que les VBG en milieu scolaire ne sont pas une fatalité, mais une réalité. Et nous devons y faire face. Et ce n'est pas une question de... c'est le gouvernement qui doit le faire, c'est les enseignants qui doivent le faire, c'est les parents qui doivent le faire, mais nous tous, ensemble. Parce que tant qu'il y a une partie qui ne le fait pas, il y aura toujours une faille. Là. Oui, exactement. Et pour finir, la lutte contre les VBG, ça commence par vous, ça commence par moi, ça commence par nous tous. Alors, la lutte contre ces VBG, et surtout en milieu scolaire, aujourd'hui, commence par vous, commence par nous et commence par moi, bien sûr. Alors, monsieur Eric, nous sommes là. Ça veut dire que la jeunesse, bien sûr, est beaucoup plus la cible quand on parle aujourd'hui de VBG et tout. Quel message, en tant qu'aîné, vous voulez adresser vraiment à cette jeunesse-là aujourd'hui? Alors, et moi, je pars toujours de la question d'acceptation. Il faut accepter le problème. Et Rigobert Song a un adage. Il dit en fait, autant pour moi, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Et quand lorsque tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Là, c'est important. Donc, c'est pour vous dire en réalité que la question, aujourd'hui, elle est contemporaine, elle est réelle. Il faut que l'on sache en réalité que en fait ça plane sur la tête de tout le monde. Effectivement. On est tous ici, on est tous des parents. Que ce soit si vous avez des nièces, des cousins, on est tous des parents. Effectivement. Et donc c'est une question de tout le monde. Et nul n'est épargné par cette question-là. Donc si on arrive à comprendre cela, je pense que on doit ensemble en fait mettre la main à la pâte à ce que en fait ce fléau-là puisse actuellement, nous allons essayer de calmer la situation et pourquoi pas l'éradiquer parce que c'est important. Et ça menace surtout la paix sociale. Effectivement. Effectivement.
Merci aujourd'hui de pouvoir partager le plateau avec nous, de nous outiller davantage sur cette question de VBG et surtout en milieu scolaire. Mika, merci infiniment, surtout pour l'intervention assez poussée. Et Monsieur Eric, merci infiniment de passer, de pouvoir nous outiller davantage. Je pense que dans une prochaine émission, nous allons bien évidemment essayer de toucher, de rentrer de fond en comble dans les sujets pour essayer surtout d'apporter une pierre aussi à l'élaboration bien sûr de cet édifice qui est de pouvoir remédier au VBG dans nos sociétés. Mais aujourd'hui, on a pris soin de parler du cas des milieux scolaires et tant pour moi. Alors, si vous allez résumer aujourd'hui tout ce que nous avons dit en une phrase, que direz-vous, Milka? Filles ou garçons, ce sont nos enfants et nous devons les protéger. Alors, merci beaucoup, filles ou garçons. Ce sont nos enfants et nous devons les protéger. Il ne faut pas que quelqu'un pense que c'est plutôt les filles ou que ce sont plutôt les garçons. Filles ou garçons, je pense que le message est bien passé. Monsieur Eric, je me tourne vers vous. Si aujourd'hui, bien sûr, vous allez dire une phrase à cette jeunesse-là et qui doit être ancrée, que diriez-vous? Moi, je dirais les violences. C'est réel et c'est une question de tous. Ensemble, combattons ce fléau. Merci infiniment. Comme on a l'habitude de dire, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est une lutte d'ensemble que nous allons faire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a parlé de violence basée sur le genre en milieu scolaire et quel défi pour la paix. On a pris soin de rentrer dans des sujets. Nous promettons de revenir très prochainement encore pour étayer le sujet. Préjudice, négativité, préjudice, violence physique, psychologique, exclusion, la sexualité et tout ça là, je pense que ce sont des termes qui nous interpellent, surtout quand on parle de VBG. Alors, merci de pouvoir rester avec nous, chers téléspectateurs. Merci de collaborer, de rester avec nous dans Paix et Citoyenneté. C'était Milka aujourd'hui avec Eric qui nous ont fait l'honneur. Je suis Richard Bisson. Merci et à très bientôt pour une nouvelle épisode dans Paix et Citoyenneté. À très bientôt. C'était Paix et Citoyenneté sur RTJVA. Rappelez-vous, la paix commence par vous. Engagez-vous, sensibilisez autour de vous et faites la différence. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, restons ensemble, citoyens du changement.